Et nous voici de retour sur Actu Matin pour continuer avec la dernière ligne droite. On va donc passer nos moments de discussion avec notamment Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric Gadenon. Eric, bonjour. Bonjour, on aura deux sujets à évoquer. On va parler un peu de cette guerre entre griffes engagée contre les retraités, notamment au niveau donc du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et puis, on va parler de cette belle communication engagée par le ministère des Affaires étrangères. Désormais, les Béninois peuvent se rendre dans 6 nouveaux pays sans forcément ouvrir leur passeport et y recueillir un visa préalablement. Commençons donc déjà par le premier sujet que j'ai annoncé. On a, Franck, officiellement, en tout cas avec l'acte de la ministre en charge de l'enseignement supérieur, on a désormais officialisé, je dois dire, une chasse contre les retraités, dirait-on. Oui, une chasse, je me dis, est-ce qu'on devrait en arriver là? On ne doit pas avoir une république dans une autre république. Parce que, vous savez, tout ce dont on parle là, la retraite, le travail, les contrats, tout ce dont nous parlons, tout cela est régi par les lois de la République. Et donc, lorsque le temps arrive et vous entamez votre carrière, ou le temps arrive, on vous nomme, le temps arrive et vous commencez par travailler, le temps arrivera également où vous devez céder la place. Et Dieu seul sait que nous avons tout un arsenal juridique autour qui encadre tout la gestion des carrières, le travail, surtout lorsque vous êtes dans le domaine public. Et donc, lorsque ça se passe comme ça, et un beau matin, vous apprenez qu'il y a des citoyens dans la République qui sont au bout de leur temps de travail et qui refusent de partir, ça pose un problème. Et ne pas en parler, ce serait pas bien pour la ministre, la première responsable de ce département ministériel-là, qui doit pouvoir surveiller, suivre tout cela, parce qu'elle est garante d'abord du respect des lois de la République. Et donc c'est bien de crever l'abcès et lancer le débat, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des gens en attente, des gens qui peuvent faire le travail, que vous ayez fini, que vous décidez de perdurer. Et non pas décider de perdurer. Peut-être qu'on a besoin d'eux, on les a gardés là. Sinon, on leur a notifié. Il y a d'autres qui sont formés pour et qui peuvent faire le job. C'est cela. C'est parce que justement, il y en a qui peuvent faire le job. On va se demander comment on en est arrivé là. Eric, c'est une guerre. Oui, puisque nous avons des éléments matériels qui montrent à suffisance que c'est une guerre entre la ministre de l'Enseignement supérieur et puis ses cadres qu'elle a su identifier, parce que dans la lettre, elle a été claire, justement, que ça n'est pas bien, n'est-ce pas, qu'on observe dans l'administration publique, en tout cas dans son département ministériel, que des agents, que ce soit contractuels, fonctionnaires de l'État, et qui ont fini leur année de travail, continuent encore par travailler. Bon, après, on peut permettre aux honnêtes citoyens qui ont encore la force de servir la nation de continuer. Ils n'ont pas dit qu'ils n'ont plus la force non plus. Mais c'est pour ça qu'ils ne sentent pas le besoin de partir. Et donc... un peu comme en politique où nous avons toujours affaire à des... Oui, justement, on va faire l'extrapolation tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? L'administration fait comme si elle est surprise que ceux qui vont à la retraite ou ceux qui sont allés à la retraite soient encore en pause. C'est quand même bizarre ça, non? Je ferme la parenthèse. Si pour moi, la ministre en est arrivée à prendre une lettre pour informer comment on dit, les directions sous sa tutelle de libérer ces personnes, pour moi cela pose un problème de fonctionnement, parce que dans un ministère il y a quand même des directions qui s'occupent du suivi de carrière des agents, et donc on ne se réveille pas du jour au lendemain pour se rendre compte que en réalité Franck, qui devrait faire valoir ses droits à la retraite depuis certaines dates, depuis 6 ans, 7 ans, oui, est toujours au poste, et je suis sûr que ces personnes ne se cachent pas dans ce ministère ou dans cette direction. Ils participent aux ateliers, ils font des missions, et madame la ministre cite peut-être des documents où on voit régulièrement leur mission. Et donc pour moi ça pose un problème de fonctionnement. Peut-être
peut-être qu'elle a essayé de le dire de façon diplomatique. Non, mais dans l'administration, c'est les actes qu'elle a essayé écrits de dire à ses collaborateurs, mais écoutez, mais faites votre travail. Ça traîne. Bon, peut-être, bon. Elle a été obligée de sortir la fête dehors parce que, bon, maintenant, tout le monde sait que dans ce ministère, il y a des agents qui doivent faire leur droit à la retraite, qui doivent faire valoir leur droit à la retraite, mais qui sont toujours au poste. Peut-être que c'est le cas aussi dans d'autres ministères. Non, mais ce n'est pas peut-être. C'est le cas. C'est le cas, oui, Franck. C'est le cas. Alors, comment on peut comprendre ça, que des gens soient à la retraite et qui travaillent toujours, alors que nous sommes dans une administration où quand même les choses sont suffisamment ordonnées et organisées? Pour moi, ça pose deux problèmes. Il y a le suivi des carrières. Le suivi des carrières parce que je crois qu'au 1er janvier de chaque année, on doit dresser la liste de ceux-là qui, en fin d'année ou au mois d'avril, généralement, ce sont ces mois, décembre, avril, que beaucoup, il y a des vagues qui vont à la retraite. Si vous commencez, par exemple, à une année donnée, vous savez qu'en telle année, vous devez partir. Vous devez partir. Et donc, quand vous suivez ça, le directeur qui est chargé de faire le suivi, de faire ce point-là, de façon annuelle, doit pouvoir dresser la liste qu'on affiche partout dans le ministère ou dans le service pour dire à ceux-là, écoutez, vous devez partir à telle date. Mais c'est pas la peste quand même, on va pas afficher leur nom pour dire vous allez à la retraite. Non, c'est de droit, c'est même obligatoire. Pour dire à ces agents-là, peut-être qu'il y en a qui ne se rappellent pas. Ah oui? Oui. Qui vont à la retraite? Qui se rappellent pas et qui ne se préparent pas pour partir. On va leur rappeler cela. Deuxième chose, moi je pense qu'il y a la faiblesse de la loi. Parce que ce qui est prévu par les textes de la République, ça ne devra même pas être marchandé. La ministre n'a même pas besoin de revenir sur ça par une lettre pour dire libérez vos fonctions. Que vous soyez agent permanent de l'État, que vous soyez agent contractuel de droit public, tout ce que vous voulez, et elle n'a pas besoin de leur rappeler ça. Et donc, il y a une faiblesse de la loi qui est démontrée là, et lorsque nous mettons les deux ensemble, c'est que c'est la preuve que dans nos services, dans les services publics, qu'il y a des choses que nous négligeons. Un laisser-aller. Oui, il y a un laisser-aller. Et lorsque vous voyez, on en vient à poser le problème au CODI, on en vient à rendre public cela, ça veut dire que le mal est profond et la ministre est agacée par ces personnes-là qui ne veulent pas céder leur il faut dire qu'il y a une fronde qui a donc poussé notamment les autorités au niveau du ministère à prendre cette décision. Mais on peut quand même comprendre que des gens qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, ma foi, puissent continuer à garder leurs fonctions. Suivez mon regard, à la tête de la police républicaine aujourd'hui, on a quelqu'un qui est quand même admis à la retraite, par exemple. Donc ce n'est pas seulement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur que le problème se pose dans le fond. Sauf que lui, l'État lui a fait appel et a signé un contrat selon les informations que nous avons. Donc on a besoin des retraités, Eric. C'est de la compétence disponible, c'est de l'expérience disponible. On ne va pas les chasser comme la peste, comme des malotrus. Alors bon, attendez que l'administration qui vous a recruté en exprime le besoin. Voilà, et là, c'est encore même plus honorant de ce que vous avez servi la nation, mais en même temps, c'est la nation qui vous demande de reprendre du service. Et là, nous sommes carrément dans un autre cadre. Les hommes que vous avez évoqués, je pense que c'est ce cas également où le monsieur a fini son travail, mais l'administration a estimé que, bon, monsieur, nous avons encore besoin de vous, on signe un contrat avec vous, et puis vous nous aidez à continuer le travail. Il ne faut pas prendre la retraite comme on dit, comme une mauvaise chose, où on veut renvoyer, libérer les gens. Parfois, la retraite, il y a quand même du respect pour l'effort que ces personnes ont consenti. C'est le dernier palier en attendant la mort, et ça, tout le monde le sait. Bon, mais on le sait que tôt ou tard, dans une activité, un moment viendra où vous faites votre nombre d'années, on estime que vous avez offert vos services à la nation, c'est le moment de vous reposer, et je pense que soi-même, on anticipe même déjà sur cette date-là. Donc, il n'y a que tout le monde ne supporte pas ça, justement. Surtout dans l'administration politique ou des postes nominatifs, où vous et moi savons que c'est très juteux. Il y a beaucoup d'avantages. Et donc, on se dit toujours, on rase les murs, on estime qu'en traînant un peu les pas, on peut faire le jeu. Vous parlez comme si c'est les agents eux-mêmes qui refusent de partir et qu'on les contraint. Quand il n'y a pas l'ordre qui existe, quand il n'y a pas l'autorité qui demande à ce qu'ils partent, ils ne vont pas gentiment partir. C'est un ensemble de choses. Bon, voilà,
voilà, peut-être que entre collègues, celui même qui doit prendre la responsabilité de vous le notifier aussi est impliqué, voilà, est complice de ça et estime que bon, on peut pousser un peu, peut-être jusqu'à ce que les choses ne se régularisent autrement. Mais je pense que on doit pouvoir savoir que la retraite n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est des gens qu'il faut très respecter parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rester autant d'années d'affilée à un poste, de servir véritablement la nation. C'est aussi pour ça que dans l'administration publique, quand ça arrive, c'est des personnes qu'on gratifie avec de très bons discours, avec des cadeaux, on organise des événements. Pour vite les oublier après. Le problème ne devrait même pas se... Est-ce que ce n'est pas une mine d'expérience, ces gens-là, dont on pouvait quand même profiter? Si tant est que ces personnes constituent des mines d'expérience, des monuments, tout ce que vous voulez, des baobabs. Oui, il y en a dans l'administration qui maîtrisent les procédures, qui sont très bien moulées dans tout ce que vous voulez. Mais ces personnes-là peuvent être à la touche et jouer le rôle de consultant, de jouer le rôle de formateur. Nous avons des structures, des écoles qui forment en administration aujourd'hui. Et donc, on peut les détacher, on peut leur dire, écoutez, nous vous remettons à la disposition de votre famille, mais on peut toujours avoir besoin de vous. Ça, c'est connu. Et il y en a qui jouent très bien sur eux. Regardez les professeurs titulaires qui sont admis à la retraite, qui vont et qui bénéficient de... Ils sont à la maison, on les appelle, venez nous donner une communication. Et les honoraires que ces gens-là gagnent, c'est pas peu. Et donc, vous ne devez pas vous imposer au poste et dire, mais ma retraite est là. Ils ne s'imposent pas. Ils viennent au boulot normalement. Vous avez dit qu'ils peuvent avoir oublié aussi. Donc, ils ont oublié qu'ils sont allés à la retraite et personne ne leur a rappelé, par exemple. Et là, maintenant, c'est beaucoup de personnes qui, collectivement, oublient. Vous savez qu'il y a des gens... il y a des gens même qui demandent... Oui, ce n'est pas interdit non plus. Qui demandent une retraite anticipée. Qui vont voir les patrons pour leur dire, mais moi, parce qu'ils ont des affaires. Oui, moi je suis fatigué, je vais aller me reposer, je vais me contenter de ma pension pour nourrir ma petite famille. Ça dépend des postes. Hein. Et donc, moi, le problème, on doit pouvoir le régler. C'est bien déjà que Madame la ministre le pose pour demander que l'on accélère les choses. Et donc, si aujourd'hui, on doit pouvoir même leur donner de délai. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a également des gens qui veulent évoluer dans leur carrière. Il y a des gens qui sont sous ces personnes-là, qui ont été formés, qui veulent également occuper des postes de responsabilité. Donc ça doit tourner, ça doit bouger au niveau de l'administration. Lorsque le moment vient d'aller à la retraite, rien ne devrait vous maintenir à votre poste, vous devez partir. Ça, c'est la règle. Mais maintenant, ils ne sont pas partis. Certains ont été, doit-on le dire, enfin, pas compris, certains ont oublié de leur rappeler qu'ils doivent aller à la retraite et ils ont profité de l'État. Ils ont continué à prendre le salaire normalement, ils ont continué à profiter des avantages, des primes, etc. Alors, qui rembourse tout ça, Franck? Comment on fait? On les punit? On va le notifier à leur banque pour des défalcations? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce que la loi a prévu en la matière. Mais si vous bouffez indûment, vous percevez économique. Oui, vous percevez donc on va à la criette. Vous percevez indûment des avantages dans une république qui se respecte, c'est que vous devez rétrocéder cela. Je suis sûr que si nous fouillons les lois, si nous fouillons tout ce qui encadre l'administration dans notre pays, il doit y avoir des phrases comme ça quelque part. Parce que l'argent que vous percevez là, c'est par rapport à quoi? Normalement, vous n'êtes plus dans la liste des agents actifs, vous devez être à la retraite et votre pension, on sait combien on divise le salaire que vous percevez au moment de la retraite, par combien on divise et on vous remet cela, vous vous reposez parce qu'à un moment donné également, c'est pas pour rien que les gens ont réfléchi pour dire mais vous faites 30 ans de service ou 25 ans, je ne sais quoi, et après ces 25 ans, vous devez vous reposer. Le corps également a besoin de repos et généralement, ce sont des gens qui ont un certain âge et qu'on ne peut plus trop bousculer. Donc, dans l'administration, il faut que la machine soit rodée, que ça tourne. Oui, mais les jeunes qui doivent roder la machine et la tenir, les jeunes ne veulent
la prendre en main que par la bouche, par la gueule. Venir sur la place publique et dire faites la place aux jeunes, c'est tout ce que ça sait faire pratiquement. Et si c'est comme ça, le vieux va oublier à un moment donné qu'il est allé à la retraite. La ministre, elle était très dure. D'ailleurs, à ce sujet, elle a estimé que quand on a fini de servir la nation, il faut laisser la place aux jeunes. Donc, elle estime que la vie professionnelle est un cycle. Et donc, quand on a fini par consommer ce qu'on doit consommer, il y a des jeunes qui sont là et qui attendent aussi le tour pour faire l'expérience. Voilà, pour faire leur expérience. Et je pense que en la matière, elle n'a pas tort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, comment on dit, un nombre d'années qui est consenti à chaque citoyen au niveau de l'administration publique pour que ce cycle soit respecté, qu'au fur et à mesure que d'autres font leur expérience, que d'autres personnes aussi essayent aussi d'avoir cette même opportunité. C'est vrai que dans le fond, et nous savons que parfois, c'est ce que beaucoup de personnes redoutent. En fait, quand ce jour arrive, on se pose mille et une questions. Voilà, je deviens du coup inactif, on ne me sollicite plus, je ne suis plus dans les avantages liés à mon poste. Est-ce qu'il faut tout laisser se retrancher? C'est hyper difficile parfois pour certaines personnes. Cela peut amener à observer ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de ce ministère. Maintenant, si la ministre elle-même est si mince, c'est que inévitablement, ces personnes devront partir. J'espère qu'on n'ira pas juste engager une procédure contre ces personnes. Enfin, je pense qu'on n'en a vraiment pas besoin. C'est les sous de l'État. Il faut les respecter, il faut les retourner quand on ne l'a pas pris. Oui, peut-être que le délai dont on parle aussi l'écart n'est pas trop grand non plus. Bon, enfin, je veux croire que c'est quelques mois de surplus. Bon, après, ça ne va pas nuire non plus aux caisses de l'État. Enfin, ça ne veut rien, parce que ça dépend du nombre, ça dépend de la taille du salaire, surtout quand c'est des gens qui ont fait autant d'expérience, le salaire est déjà suffisamment. Oui, moi, à cet âge, ce nombre d'années, bon, je me dis, entrer dans une procédure judiciaire pour ça, franchement, quoi, voilà, non, ça risque de rabaisser un peu l'image. On va le faire asseoir, on va le faire constater que bon. Vous savez, quand vous passez une journée chez Mettons-nous, c'est compliqué. Il faut dire que le processus aussi de recrutement au sein de l'administration publique pose un petit problème parce qu'on recrute par vague, de sorte à ce que les retraites aussi surviennent par vague. Et quand le processus n'est pas engagé très tôt, parce que pour faire un recrutement, parfois ça peut s'étaler sur 6 mois, 8 mois, quand le processus n'est pas très vite lancé, ça peut faire que le processus de recrutement est en cours pendant que déjà certains sont admis à la retraite. Alors est-ce qu'il faut laisser ce vide-là au sein de l'administration? Est-ce qu'il faut laisser justement l'administration bloquer le temps de recruter les jeunes? Comment ça va se faire? Ça peut être la source du problème. Non, je pense que le problème que pose Madame la ministre, c'est d'abord le départ. Voilà. Si après le départ, on constate que, écoutez, vous n'avez pas justement de la main-d'œuvre et qu'il y a trop de vide, et qu'il y a trop de vide, c'est qu'il y a un problème aussi à régler à ce niveau. Donc, il faut aller au cas par cas. Ce n'est pas non plus parce que on n'a pas de ressources humaines à pourvoir ces postes que les gens doivent s'éterniser. Il faut que la place soit vide, il faut que l'administration tourne. Justement, et je suis sûr que dans ce cas précis, si Madame la ministre insiste là-dessus, c'est que ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque, ce n'est pas des gens qu'il faut promuer à ces postes qui manquent justement. Et vous savez, généralement, dans l'administration publique, il y a toujours des collaborateurs qui évoluent en fonction de leur grade et de leur année et qui attendent justement que, après le départ de ces personnes, que ce soit eux. Et vous savez, même dans les discussions entre cadres de l'administration, il te dit, mais j'attends juste le départ à la retraite du monsieur. Après, lui, c'est moi, quoi. Voilà. Et c'est connu de tout le monde et ça se suit. Parce qu'ils évoluent aussi en comment on dit, par cohorte, par vague, ils se connaissent, l'année d'entrée en service, j'ai pris service la même année que M. Tanguy, donc on est de la même génération, puis on sait tout ça. Alors on va changer de sujet, on va parler de ces opportunités, je dois l'appeler ainsi, en tout cas, c'est comme ça que le ministère des Affaires étrangères présente la chose. Désormais, le Béninois peut partir dans 6 pays sans forcément s'obliger à des obligations ou à des comment est-ce qu'on appelle, des formalités de visa entre autres pays, Seychelles, etc. Franck, c'est bon? Vous avez au moins de l'économie pour aller aux îles Seychelles? C'est gratuit quoi. Des Béninois en ont. Et ils peuvent s'y rendre
sans trop de difficultés, c'est déjà bon pour le moral. J'en aurai certainement aussi. On va prier pour vous. Oui. Vous êtes musulman? Là, moi, je commande une prière après-demain pour vous. Oui, la prière, quel que soit le canal, ça parvient à Dieu. Donc vous pouvez en organiser dans les mosquées, vous pouvez en organiser dans les chapelles, dans les églises, dans les couvents, dans les églises, dans les couvents. Oui. C'est quoi? Oui, est-ce que c'est pertinent justement cette affaire? Non, je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager et qui sont confrontés parfois à des difficultés, quand ils vont entendre ces genres d'annonces, je crois qu'ils seront moralement satisfaits. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a parfois dans certains pays les formalités qu'on fait remplir. Vous avez parfois toutes les pièces sur vous, mais il y a de petits détails auxquels on vous soumet qui font que ces genres de déplacements sont un peu difficiles. Donc pour ceux-là et pour ceux qui vont vivre dans ces pays, lorsque vous entendez cela, ça doit forcément vous réjouir. Vous vous dites, mais il y a des choses qui vont s'améliorer au cours du voyage. Parce que quand vous quittez votre pays, vous êtes limité à faire certaines choses. Vous êtes limité dans les actes que vous pouvez poser. Moi, je peux prendre le bus d'ici, aller m'arrêter à Dassa, continuer le lendemain. Dans d'autres pays, on va vous demander, mais est-ce que c'est la destination que vous avez demandé? Et donc, quand vous observez tout cela, les tracasseries et tout, vous ne pouvez pas vous donner toute la liberté que vous voulez, comme si vous étiez dans votre pays. Ça, j'élargis ça à tout ce qui peut se passer au cours d'un voyage. Et donc, cet aspect précis, l'État a dû examiner la situation pour voir que, en le faisant, on va faciliter la tâche pour les compatriotes, on va faciliter la tâche pour les citoyens, et ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que c'est la suite de... l'État avait déjà pris cette décision. Oui, il y a plusieurs pays notamment qui sont déjà ciblés par cette affaire. Le Bénin est dans une... Il faut voir déjà quel est le nombre de Béninois qui vont dans ces pays. On reçoit clamer partout qu'on a fait quelque chose de grand et de miraculeux. Quand vous prenez les Américains... Quand j'en parle par exemple, certains me disent, mais c'est pas là-bas, nous on va régulièrement. Là où ça nous intéresse, les capitales on les connaît, la France, Washington, ou tout ce que vous voulez, le Canada, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas à rendre gratuit les visas là-bas, au lieu de nous proposer les îles Seychelles par exemple, où parfois ce n'est pas si difficile d'obtenir le visa? Vous en conviendrez que c'est un point de départ. Vous l'avez relevé qu'après, bien avant ces pays, il y en avait eu d'autres. Et c'est la posture aujourd'hui du gouvernement en termes d'intégration, de se dire on n'a pas besoin de se mettre des barrières pour se visiter. Il faut lever ces barrières et permettre à chaque citoyen de pouvoir se rendre là où ils veulent. Donc si dans la suite d'autres pays veulent vraiment comprendre cette dynamique et accepter, je pense qu'on va y arriver. On y viendra, France, New York et puis tout ça. Sans visa? Mais après, vous savez, si dans les échanges, ces pays tombent d'accord, ça peut marcher, un peu comme ces pays que vous venez de citer. Mais contrairement à ce que vous dites, moi j'ai fait un travail avec une directrice de voyage qui me dit, mais les Béninois voyagent beaucoup, et parfois même dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer, énormément. Jusque, vous savez, le Béninois est secret, c'est pas le genre, quand bien même il sait qu'il a un vol à prendre dans quelques heures, et vous fait croire qu'il est toujours au pays, hein, et voilà, et donc ça passe toujours comme ça. Et elle gère beaucoup d'agendas de beaucoup de Béninois qui voyagent. Elle m'a montré des vidéos de Béninois dans des bateaux vraiment au prix. J'ai dit, ah oui, effectivement, voilà. Vous avez d'autres nationalités où ces voyages, c'est l'occasion de publier ça, de rendre ça sur les réseaux sociaux et puis tout ça. C'est pas du tout le cas des Béninois. Donc, les Béninois voyagent, ils vont à des destinations pour plusieurs raisons. Voilà. Et je pense qu'on peut comprendre en termes d'intégration qu'on a besoin de cette ouverture. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent aussi qu'on n'a pas besoin de se mettre autant de barrières pour se visiter. Quand vous échangez avec les gens, les histoires de visa, mais c'est un casse-tête. Hein. Des gens, ils ont les moyens, ils ont toutes les raisons de faire le déplacement parce que le visa manque au rendez-vous et ils sont obligés de ne pas faire le voyage. Vous savez, les Américains, lorsqu'il y a un Américain quelque part dans le monde qui est en difficulté, c'est toute l'Amérique qui est en difficulté.
Donc, même si nous avons des compatriotes qui vont là-bas en nombre réduit, ou même si c'est un seul Béninois qui doit aller, par exemple, dans les pays que vous avez évoqués, on doit pouvoir permettre à ce Béninois-là, une fois sur ce territoire, de se sentir à l'aise. Si on est chez lui, enfin, on est à la maison, au Bécaye, et on se sent bien, et on vous donne les conditions, on vous met en place des conditions pour que dans vos déplacements, vous vous sentiez également bien. Il n'y a pas de... disons, c'est une bonne chose. Et je pense que les pays de la sous-région, les pays africains, devaient en arriver là, parce que sociologiquement même, nous sommes des peuples frères. Nous sommes des peuples où nous devons, par exemple, dans le bon vieux temps, comme on le dit souvent, moi je peux me déplacer aujourd'hui, aller vers dans une autre chambre, aller manger sans me poser des questions. C'est vrai qu'avec l'évolution des choses aujourd'hui, la méfiance est installée, ainsi de suite, c'est des choses que nous ne faisons plus. Mais par le passé, on pouvait se déplacer, aller faire la fête dans tel village, aller se réjouir dans tel autre village. L'autre amène sa fille et la marie au garçon du chef de l'autre village. Et c'était, disons, une sorte de brassage entre nous. Donc, qu'on ait aujourd'hui des barrières qui empêchent l'intégration des peuples, qui empêchent, disons, ce brassage-là entre les peuples, je crois qu'on doit travailler à éliminer ces barrières. Et je pense que le gouvernement est en train de faire un bon travail. La vision du chef de l'État en la matière, il faut l'encourager et travailler à ce que ces pays-là s'élargissent. Parce que si nous avons un jour, on dit qu'il faut aller, je ne sais où, en France, qu'il faut aller en Espagne, qu'il faut aller en Allemagne, en réduisant ces barrières-là, les histoires de visa, ainsi de suite, ça va être une très bonne chose parce que ce sont des pays également où nous envoyons des étudiants, nous avons des hommes d'affaires, nous avons des Béninois qui se déplacent pour les vacances, pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, si au fil des années, nous pouvons travailler à éliminer ces barrières, ça va être bien pour les populations, pour les peuples. Et je pense même que dans l'espace UEMOA, économiquement parlant, c'est cette dynamique-là qui est en cours. Même si, en réalité, il y a toujours des difficultés, il y a des contraintes auxquelles font face ceux qui veulent circuler dans l'espace UEMOA. Ce n'est pas encore ce que l'on veut, mais l'idée est là. Et la volonté également est là. C'est que le monde... oui, rapidement. Nous attendons que le gouvernement fasse un peu plus avec nos concitoyens qui sont coincés au Liban. Le communiqué qui demande aux Béninois d'aller se mettre à l'abri ou de ne pas y aller. De sauter dans le premier vol pour regagner leur terre. Moi, je trouve qu'on peut aller au-delà. Généralement, dans ce qui se fait, c'est le pays qui apprête justement des vols et met ça à disposition de ses concitoyens pour que le rapatriement soit vite fait. Nous ne savons pas aujourd'hui dans quelles conditions ces personnes vivent, justement. Ces personnes qui n'ont pas prévu justement quitter le pays de façon précipitée. Et donc, forcément, il va se poser un problème de moyens. Forcément. Et donc, il faut une assistance complète, en fait, pour que le rapatriement soit comment dire, effectif, de sorte à s'assurer que on a véritablement pris le temps de rapatrier le grand nombre ou de s'assurer que tout le monde véritablement est rentré. Ça fait 6 pays, il faut-il le rappeler. Oui. Il y a Belize, Commonwealth de la Dominique, on a Grenada, Maurice, Sao Tomé et Principe, et puis on a les îles Seychelles. Pour votre prochain voyage, c'est quoi la destination? C'est Belize Moi, je vais bien aller à Sao Tomé. Vous me donnez le temps de réfléchir. Et d'économiser aussi. Voilà. Bon, maintenant, on vous a réduit les frais de visa, donc ça va être plus facile pour vous maintenant. À côté du prix du billet d'avion. À côté du prix du billet d'avion, c'est une grosse réduction, n'est-ce pas? C'est du social en plus. En plus, s'il vous plaît. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi un danger en matière de sécurité et surtout de protectionnisme économique maintenant, puisque nous avons fait cette option-là. Je parle de ça surtout parce qu'on connaît l'atmosphère sécuritaire
notamment dans nos pays. Et on sait que le Bénin est de plus en plus la cible de ces personnes-là. Et quand vous dites que désormais vos ressortissants peuvent voyager dans des pays sans visa, ça veut dire que les ressortissants de ces pays aussi peuvent venir chez vous sans toquer à la porte. Il y a des pays où ce n'est pas réciproque. Il y a des pays qui ont accepté la réciprocité, c'est-à-dire on vient chez vous sans visa, vous aussi vous venez chez nous sans visa. Un pays comme la Chine ou comme le Brésil, où le Bénin a estimé que vos concitoyens peuvent venir chez moi sans visa. La Chine aujourd'hui n'a pas encore accepté parce que voilà. Je ne vois pas comment un pays comme le Bénin peut dire bon, même si vous refusez. Comprenons la dynamique de chaque pays. Oui. Aujourd'hui, le Bénin a envie, nos autorités ont envie que les gens visitent le Bénin. On a envie que le Bénin grouille du monde, que chaque année on puisse dire 10 000 personnes, 10 millions de personnes ont visité le Bénin. Et quand il y a du monde, il y a toujours les délits, il y a toujours les infractions, il y a toujours les dérives. Justement, on a envie de développer le tourisme économique et donc le Bénin s'assure justement d'apporter la sécurité qu'il faut justement. Si nous, il ne faut pas vouloir une chose de son contraire, nous voulons que notre pays soit visité et donc c'est à nous justement de prendre les dispositions au plan sécuritaire pour que nous accueillions ces personnes dans de très bonnes conditions. Voilà. Et donc, ce n'est pas toujours le cas aussi avec d'autres pays. Et je pense que, quand le Bénin s'était engagé dans cette dynamique, ce qui est reproché assez souvent, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, nous ouvrons, mais d'autres pays continuent toujours pas imposer les visas. Pas imposer les visas. Il y a un projet ça va évoluer. Le monde sans risque. Mais avec un risque zéro. Oui, mais il faut les mesurer, il faut les réduire au maximum possible. C'est parce que, bon, la vie est pleine de risques que, bon, dès que je sors de canal, je me couche sur le bitume qui passe devant canal. Parce que la vie est des risques, c'est pas vrai. Ce sera vos risques et périls. Ben, vous voyez. Si vous devez... Non, si par exemple, 10 personnes entrent sur le territoire béninois et qu'on peut douter disons, de la moralité d'une personne sur les 10, bon, on ne peut pas empêcher les 9 autres de ne pas venir faire des affaires, de ne pas venir même se promener, de venir prendre le bus et aller chez vous à Bomé, d'aller voir la statue qui est en construction du roi Tofa à Porto Novo, ainsi de suite. Et donc, soit vous vous engagez pour développer un secteur, soit vous ne le faites pas. Et les pays où aujourd'hui, on parle de développement, c'est des pays, même quand vous visitez leur histoire, ce sont des pays qui ont connu même des guerres, on ne va pas souhaiter chez nous. Mais à un moment donné, il y a eu des chocs qui se sont produits dans ces pays et que les gens ont transformés en opportunités. Si au même moment, vous demandez aux gens de venir chez vous et vous allez dormir sur vos lauriers, vous ne mettez pas à service vos services de renseignement, vous n'engagez pas de nouvelles mesures en matière de sécurité, au niveau des grandes villes et vous dormez sur vos lauriers, ça veut dire que vous ouvrez la porte à tout ce que vous avez cité, les délits, les dérives, les actes d'insécurité, de vandalisme et tout, et même l'importation de la culture de ceux-là, parce que vous ne savez pas si ceux-là... C'est un danger aussi. Oui, c'est aussi un danger. Si les gens doivent venir, ce sont des gens qui ne font pas... Il y aura des caravanes brésiliennes pour faire la polémique, par exemple. Oui, là aussi, c'est discutable. C'est discutable. Parce que bon, ce que l'on a reproché, non, Franck, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi je vais aller au Brésil si j'ai les moyens pour voir la caravane. Oui, non, pas forcément la caravane. Elle n'est pas quotidienne. Comment est-ce que c'est apprécié là-bas? Parce que là-bas, visiblement, c'est une culture. Pourquoi ici, ça devrait faire l'objet même... C'est comme on danse le zébi ici. Parce qu'on est conservateur encore et que la culture et le quotidien n'ont pas permis encore d'avoir... Cette volonté de ne doit pas nous amener à banaliser les questions de sécurité et de mœurs et puis tout ça. Justement, il faut avoir un regard là-dessus. Parce que quand vous faites entrer quelqu'un chez vous, le minimum, c'est de s'assurer qu'il est psychologiquement stable. Autrement... comme on dit, il vous casse votre télé. Voilà. Si vous laissez entrer des détraqués qui doivent aller violer les jeunes filles, qui doivent aller j'estime que poser des actes répréhensibles, quand on aura atteint l'objectif, le Bénin peut encore resserrer.
Aujourd'hui, il y a une dynamique et je pense que tout s'inscrit dans cette dynamique de développement du tourisme économique. Et peut-être que quand nous allons atteindre le niveau qu'on souhaite, on peut revoir encore les procédures, resserrer un peu, refermer un peu, tamiser un peu et évoluer. Vous avez des pays qui étaient très ouverts hier, mais qui aujourd'hui, parce ils ont fini par conquérir le monde, ils sont maintenant un peu fermés. Voilà, difficile d'accès. Alors, sur le Liban, moi je voudrais que, au-delà du communiqué, que l'on puisse nous rassurer davantage, donner les nouvelles. Parce que pour les pays comme la France, les États-Unis, on vous dit, nous avons tel nombre de Béninois, d'Américains, de Français sur tel territoire. À l'heure où nous vous parlons, ils sont à l'abri, ils ont fait ci, on a rapatrié un tel nombre. Parce que depuis le communiqué, on nous a dit, mais voilà tel nombre qui ont c'est là une grosse avancée que d'avoir un communiqué par le passé, mais qui vous calculait. C'est purement administratif pour moi. Quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises? Parce que ces gens-là ont des affaires là-bas. Des gens peut-être se sont installés depuis une dizaine d'années et donc quitter là-bas, se dessoucher comme ça eux-mêmes. Pour venir au lendemain, c'est compliqué. Combien sont déjà rentrés dans quelles conditions? Il faut qu'on nous le dise véritablement. On a entendu votre cri, frère Kaoulou. C'est un rapatriement sauvage. Mais même si l'État affrétait un avion, c'est pas évident qu'on ait toujours spontanément des gens qui décident de partir. Il n'y a qu'à regarder quand les inondations arrivent dans nos villages, comment nos parents résistent à... Continuons par avoir ces problèmes. C'est humain, c'est tout à fait humain. Non, ce n'est pas humain. Vous savez, au niveau de l'État, c'est des questions de protocole. Et ce n'est pas des choses, quand ça arrive, qu'on commence par réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est déjà des dispositifs qui sont là. Quand un pays est en danger, qui a nos ressortissants, voici ce qu'il faut dérouler. On active seulement le processus. Voici ce qu'il faut dérouler et puis on suit quoi. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. La revue de presse juste après moi. Bonne journée.